Les étrangers. Au début du XXe siècle, les étrangers étaient peu nombreux dans la Somme. Ils représentaient environ 0,62% de la population, soit environ 4 fois moins que la moyenne nationale évaluée à 2,66% en 1901. Ce sont des chiffres tirés de l'annuaire statistique de la France du recensement de 1901. Les Belges constituaient de loin le groupe le plus important, 1016 Belges pour un total de 1658 étrangers dans l'arrondissement d'Amiens. Chiffre du recensement de 1896. Venaient ensuite les Allemands, 198, puis les anglophones, anglais, irlandais, canadiens, 137. Il ne semble pas que les étrangers aient constitué une catégorie à délinquance élevée. Bien au contraire, quand ils comparaissent devant les tribunaux correctionnels, c'est presque toujours pour vagabondage, parfois pour braconnage, ou le plus souvent pour le délit mineur d'infraction à la loi qui les oblige à déclarer leur lieu de résidence. Les tribunaux se montrent d'ailleurs d'une bienveillance certaine à leur égard, en ce qui concerne ce dernier délit. Ainsi, un Belge domicilié à Toutencourt et employé à l'extraction du phosphate à Boken, interpellé pour non-déclaration de domicile, est acquitté par le tribunal de Doullens en janvier 1895. Un de ses compatriotes, pour la même raison, sera condamné à une amende modique, 5 francs, par le tribunal d'Amiens en décembre de la même année. Mais il est vrai qu'un tailleur de nationalité allemande était, lui, condamné pour la même infraction à 25 francs d'amende. Les Allemands, qui représentaient le groupe le plus important d'étrangers, après les Belges, avaient une mauvaise image dans l'opinion qui n'était sans doute pas sans influencer les magistrats. La guerre de 1870, il est vrai, était encore dans toutes les mémoires. De forts sentiments xénophobes existaient d'ailleurs dans l'opinion. La crise économique des années 1880 avait sans doute exacerbé ces sentiments liés aussi à une spécificité française qui unissait fortement la foi républicaine au nationalisme. Souvenons-nous que, pendant la Révolution, les républicains étaient appelés des patriotes. Une certaine presse ne manquait d'ailleurs jamais de souffler sur le feu. On peut lire par exemple dans l'Oti du 8 juin 1895 sous le titre « La patrie ». Il paraît qu'en France on vit bien puisque nous voyons accourir de tous les pays du monde, juifs et allemands, chrétiens de toute race, avec la secrète ambition de devenir rapidement français. La législation ancienne opposait une barrière invincible à cet envahissement. Et maintenant, comprendra-t-on la nécessité de chasser les intrus ? Plus agressif encore, le franc-parleur de Montdidier écrit dans un article intitulé « Libre chez nous, maître chez nous, pas d'ouvriers étrangers dans nos ateliers, pas de produits étrangers dans nos magasins, dans nos ateliers. La France aux Français ». La xénophobie n'est d'ailleurs pas l'apanage de la seule presse de droite. On peut lire dans le très républicain Progrès de la Somme dans le numéro du 6 octobre 1888. À côté des immigrants utiles, de ceux qui apportent en France leur intelligence, leur travail, leurs capitaux, il y a toute une population internationale de vauriens, de déclassés, de déserteurs, de forçats en rupture de ban, de prisonniers évadés, sans parler des espions dont la France, grâce aux traditions d'une hospitalité trop généreuse, est devenue le réceptacle. Dans le même article, on n'hésite d'ailleurs pas à avancer des chiffres ridiculement exagérés quant à la délinquance des étrangers. On constate que 20% des condamnés ne sont pas français. Quand il y a une grève, la moitié des meneurs se composent d'immigrés. Lorsque dans une émeute, on fait des arrestations, 60% des écroués sont des étrangers. Notons ici au passage un exemple typique de criminalisation de l'action politique et syndicale. Il est à remarquer ici que faire grève est assimilé à un acte de délinquance. Et il faut dire que ce n'est pas une appréciation propre à un journaliste puisqu'il est arrivé à plusieurs reprises que des travailleurs étrangers s'étant mis en grève ont été immédiatement expulsés.
Rappelons que la loi de 1864 avait accordé le droit de grève aux ouvriers. L'affaire Dreyfus n'a fait qu'exacerber la xénophobie. On peut lire dans le Progrès de la Somme du 21 décembre 1894, le procès du capitaine Dreyfus est ouvert le 19 décembre 1894. Chaque citoyen français a le devoir de faire son possible contre l'espionnage qui nous enserre de toutes parts, qu'il écarte la nuée d'Allemands et d'Italiens qui encombrent notre territoire, qu'il mette impitoyablement en quarantaine les sujets de l'empereur Guillaume et du roi Humbert, qu'il se méfie enfin des prétendus Suisses ou Alsaciens. À propos du recensement général des Bohémiens, décidé en 1895, on peut lire, dans la presse locale, que des mesures rigoureuses seront prises à l'égard de ces bandes d'étrangers. La plupart sont sans état civil. Ils vivent de mendicité et de rapine plus que de la fabrication de paniers et autres objets à laquelle ils semblent se consacrer. Archives départementales 331, PER 6, dans l'OTI du 6 avril 1895. La loi du 16 juillet 1912 instituera le carnet anthropométrique des nomades, carnet qui devra être visé dans chaque commune de séjour. La peur de l'invasion par les étrangers qui s'inscrit de plus en plus dans la loi est constamment présente dans une presse qui reflète et façonne l'opinion, bien que cette peur ne soit justifiée ni par le nombre réel des étrangers, ni par leur comportement au regard de la loi. Drummond publia son pamphlet antisémite « La France juive » en 1886, son journal « La libre parole » paru à partir de 1892. L'antisémitisme. Il faudrait sans doute remonter loin dans l'histoire de la France pour trouver une époque où l'antisémitisme s'est manifesté avec autant de violence qu'à la fin du XIXe siècle. Il n'est plus question ici de délinquance, mais de l'image de délinquant que l'on a voulu donner à des personnes appartenant à une catégorie de la population. L'antisémitisme relève du même courant idéologique que la xénophobie. « Ce misérable n'était pas français », écrira Léon Daudet à propos de Dreyfus. On peut lire dans le Mémorial d'Amiens du 11 janvier 1895 « Dreyfus était né à Mulhouse. Il était donc, comme son père, comme ses frères, juif et alsacien. À l'un de ces titres, tout au moins, il était donc étranger, sa famille n'ayant pas opté pour la France. Disons le même tout uniment, à ces deux titres, il n'était pas français. Le judaïsme, en effet, on ne l'aura jamais assez répété, n'est pas une religion, c'est une race. Les Juifs, en effet, à quelques pays qu'ils appartiennent, ont conservé trop d'attaches, trop de parenté, trop de cosmopolitisme. Cependant, l'antisémitisme a des caractéristiques qui lui sont propres, et en particulier le monde des Juifs est présenté comme une puissance occulte, apatride, animée de sombres desseins, régnant sur le monde de la politique et de la finance. La presse catholique donne de la puissance juive une image effrayante. Il y a 100 ans, ils n'avaient rien, ils n'étaient rien. Aujourd'hui, ils ont la presse, ils ont les agences de publicité, et ils sont les maîtres du marché, ils tiennent la haute banque, ils ont le blé, ils ont le café, ils ont le sucre, ils ont le pétrole, ils ont les métaux. Le Talmud est présenté comme un amas de doctrines qui constitue la plus flagrante des apostasies. Il enseigne que le monde chrétien est une porcherie et qu'il est louable de piller et de tuer les incirconcis. Ça se trouve dans le Messager de la Somme du 7 février 1892. C'était le compte-rendu d'une conférence faite à Amiens par M. Séverin, présentée par Adéodat Lefebvre, au cours de laquelle le conférencier avait affirmé que c'est la Révolution qui a livré la France aux Juifs. Bien que l'antisémitisme ait été particulièrement virulent dans les milieux catholiques de droite, on peut dire qu'il avait pénétré comme un poison dans tous les interstices de la société française. Dans un éditorial intitulé « La Juiverie », on peut lire dans l'Écho de la Somme du 3 et 4 juin 1895 « Le danger de l'infiltration juive est formidable. Et ici les esprits les plus extrêmes sont d'accord. Catholiques et libres penseurs n'ont qu'une voix pour flétrir les exactions de la race dévastatrice.
Pour illustrer son propos, l'auteur de l'article cite, parmi les personnalités antisémites, le vieux chouan Baudry d'Asson et le vieux révolutionnaire athée qu'est Rochefort. Dans la propagande antisémite, destinée à un public petit bourgeois, on mettait surtout l'accent sur le thème du juif apatride, toujours prêt à trahir pour peu qu'il en tire quelque profit. Dans la propagande destinée aux milieux ouvriers, on faisait tout pour établir une sorte de signe d'égalité entre juifs et capitalistes. Les socialistes ont d'ailleurs parfois eu la tentation de profiter de l'antisémitisme dans leur lutte anticapitaliste. Jaurès lui-même a connu cette tentation. Dans 2 articles publiés le 1er et le 8 mai 1895, il explique que, sous la forme un peu étroite de l'antisémitisme, se propage en Algérie un véritable esprit révolutionnaire. Et Jaurès de reprendre à son compte les arguments du lobby antisémite contre la puissance juive. Michel Winnock, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France. Les 2 articles auxquels il est fait allusion ont été publiés dans la Dépêche de Toulouse. Dès le début de l'année 1898, Jaurès prendra conscience de la nécessité morale et politique de s'engager résolument dans la lutte contre l'antisémitisme. Peu à peu, le mouvement ouvrier va s'éloigner de ce que Bebel appelait le socialisme des imbéciles. D'une manière générale, le déferlement de l'antisémitisme va s'atténuer avec la révision du procès du capitaine Dreyfus, puis avec la campagne pour sa réhabilitation, mais la mauvaise herbe qui avait été semée se mettra à nouveau à germer et à croître dans la tragique période des années 40.